Le nouveau Premier ministre Mark Carney a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche dans un contexte de guerre tarifaire qui sévit les deux pays depuis près de 6 mois. On s'attendait à beaucoup de questions, bien entendu, et ce qui a retenu plus l'attention des Canadiens, c'est surtout la question de l'annexion du Canada aux États-Unis, la fameuse question si le Canada deviendrait le 51e État. À cette question, eh bien, le Premier ministre du Canada a répondu: le Canada n'est pas à vendre. Donc, c'est vraiment agréable d'avoir le premier ministre Mark Carney avec nous. Vous avez remporté vos élections récemment au Canada. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa vie. Son parti perdait par une grande marge et finalement, ils ont gagné. Donc, j'aimerais le féliciter. Peut-être un des plus grands retours, n'est-ce pas, dans l'histoire de la politique. J'aimerais vous féliciter à cet égard. Nous observions avec beaucoup d'intérêt et je pense que le Canada a choisi une personne fort talentueuse. On a parlé plusieurs fois avant les élections. C'est un honneur de vous avoir au bureau ovale. Vous voyez, c'est une pièce redécorée, plus belle, et elle a été réaménagée avec beaucoup d'amour et de l'or 24 carats, s'il vous plaît. Donc, ça a été vraiment très agréable. On pourra voir ces portraits qui étaient vraiment dans les archives, dans des sous-sols. On les a restaurés, et des présidents, des grands et des moins grands. Et chacun a un rôle à jouer dans notre histoire, et c'est pourquoi ils sont là. Donc, j'ai regardé votre débat. Je pense que vous vous êtes très bien tiré d'affaire. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons des sujets difficiles à aborder. Nous allons également parler de l'Ukraine et de la Russie, de leur guerre, car Marc voudrait y mettre fin le plus rapidement possible. Cette guerre doit finir. Nous avons eu de très bonnes nouvelles hier soir. Les outils ont annoncé, ou ils nous l'ont dit, qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent plus se battre, tout simplement. Et nous allons honorer cela. Et nous allons arrêter le bombardement des Houthis. Ils ont donc capitulé. Et plus important, nous allons les prendre au pied de la lettre. Ils ont dit qu'ils ne vont plus faire exploser les navires. Et c'était notre objectif, donc c'est une bonne nouvelle, on vient de l'apprendre. Ils étaient en train d'atteindre beaucoup de navires qui circulaient dans ces eaux. Ce n'était pas uniquement un canal, mais ailleurs également. Et j'ai accepté leur reddition et nous allons arrêter le bombardement des outils au Yémen à partir de maintenant. N'est-ce pas? Vous allez le dire à tout le monde, Marco? C'est une annonce importante. Oui, c'est une question de liberté de navigation dans les eaux internationales. Il était question d'arrêter cette entrave à la navigation, la circulation libre. Alors, je crois que c'est un développement important. Donc, il est question de notre voyage au Qatar, en Arabie Saoudite. Certains d'entre vous seront des nôtres. Je crois qu'on s'y rend lundi. Et avant ça, nous allons avoir une annonce très importante. Une des annonces les plus importantes. Je ne vous parle pas du sujet, mais ça va être très positif. Si c'était négatif, je vous le dirai aussi. Donc, c'est une annonce très importante, très positive, et cette annonce sera faite soit jeudi, vendredi ou lundi avant notre départ pour le Moyen-Orient. Mais une des annonces les plus importantes depuis plusieurs années à propos d'un sujet très précis. Marc, voudriez-vous dire quelques mots? Merci, Monsieur le Président. Je suis en fait sur le bord de ma chaise. Merci de votre hospitalité et par-dessus tout, de votre leadership.
Vous êtes un président qui agit de façon transformationnelle sur l'économie. Vous avez vraiment le travailleur américain à cœur. Et également, vous vous préoccupez de la sécurité de la frontière, de la crise des opiacés et de la sécurité dans le monde. Et moi, j'ai été élu de concert avec mes collègues ici présents, avec l'aide de mes collègues, dois-je vous dire. C'est un crédit qui leur vient afin de transformer le Canada, avec vraiment également des préoccupations toutes semblables aux vôtres. La sécurité, l'économie, la sécurité du nord de l'Arctique. Et notre histoire est telle que nous sommes plus forts quand nous travaillons ensemble, quand nous collaborons. Nous allons aborder ces dossiers chauds et nous allons voir où nous pouvons coopérer encore davantage. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des questions? Est-ce que la CEUM est mort? Réponse? Non, c'est un accord qui a été très efficace et cela fonctionne toujours. Mais les gens doivent suivre les règles. Ça a été un problème. Les gens n'ont pas vraiment respecté les accords. C'était quand même une étape de transition. Et comme vous le savez, la CEUM prend fin bientôt et on devra renégocier cet accord. Mais je pense que c'était une étape bien importante. Par l'ALENA, c'était vraiment une catastrophe. Il fallait en sortir. Et ça, c'était un accord de transition. Et nous verrons comment cela va évoluer. Nous allons entamer probablement les renégociations d'ici peu. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire, mais cela a servi ses objectifs. Et avant tout, il fallait se débarrasser de l'ALENA. C'était vraiment une entente vraiment très injuste pour les États-Unis. On aurait dû l'annuler il y a longtemps. Question. Est-ce qu'une entente est possible entre le Canada et les États-Unis? Réponse. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Je l'ai regardé, en fait, monter dans les rangs quand il n'avait pas beaucoup de chance et il a vraiment fait une très belle campagne. Les débats vous ont beaucoup aidé, M. Carney. Et moi, il m'a impressionné. Je ne devrais peut-être pas le dire. Cela pourrait vous faire du tort au Canada, mais vraiment, il a mené une très belle campagne. Et oui, quelque chose pourrait survenir, quelque chose pourrait se passer. Question? Vous voulez des concessions? Quelles concessions voulez-vous du Canada? Concessions? Non, nous sommes amis avec le Canada. Quoi qu'il arrive, nous serons amis, nous demeurons amis. Le Canada est un endroit bien particulier. Je connais tant de gens qui vivent au Canada. Mes parents avaient de la parenté qui y vivait, surtout ma mère. Non, j'adore le Canada. J'ai beaucoup de respect pour les Canadiens. Wayne Gretzky, le grand Wayne Gretzky. Et nous avons un très bon joueur dans les Capitals. C'est un dur à cuire. Il a franchi des étapes et battu des records. Nous avions l'équipe ici. Et j'ai rencontré beaucoup des joueurs. Non, le Canada, c'est un endroit vraiment spécial. Question. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous entendre également à cet égard. Est-ce que le Canada devrait devenir le 51e État? Réponse. Écoutez, cela prend deux pour danser un tango. Moi, je pense que ce serait vraiment une réduction massive du fardeau d'imposition au Canada. Les soins médicaux, il y aurait beaucoup d'avantages pour les Canadiens. Mais ce serait vraiment une réduction importante d'impôts. Et comme promoteur dans l'immobilier, quand on se débarrasse de cette ligne artificielle, quelqu'un a dessiné cette ligne, cette frontière artificielle. C'est une ligne toute droite sur la carte. Si vous regardez cette formation, quand tout est ensemble, moi, je suis une personne avec un côté artistique, mais quand je vois cela, cette forme, cela, c'est ainsi que ça devait être, ce continent nord-américain. Mais je pense que ce serait bien mieux pour le Canada. Mais nous n'allons pas en parler à moins que quelqu'un veuille en parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages pour les citoyens canadiens, beaucoup moins d'impôts, les militaires gratuits. En fait, on vous le donne de toute façon, car nous vous protégeons. Et c'est pas un problème. Ce serait vraiment un mariage formidable, car c'est deux endroits qui s'entendent très bien. Et
qui ont beaucoup d'harmonie. Comme vous le savez, avec l'immobilier, il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre. Nous restons maintenant, nous sommes dans la Maison-Blanche qui n'est pas à vendre, n'est-ce pas? Et ayant rencontré les propriétaires du Canada pendant la campagne électorale, ce n'est pas à vendre et le Canada ne sera jamais à vendre. Mais l'occasion, c'est dans le partenariat. Et ce que nous pouvons construire ensemble, comme nous l'avons fait par le passé, et comme le président vient de le dire en partie, c'est en lien avec notre sécurité. Donc, mon gouvernement s'est engagé à changer vraiment notre investissement dans la sécurité canadienne et notre partenariat. Et j'aimerais rajouter ceci. Le président a revitalisé la sécurité internationale. Et maintenant, nous voulons faire le poids au sein de l'OTAN. Le Canada est en train de faire davantage sur le plan militaire. Oui, c'est vrai. Et Marco le sait. Et ça, c'est vraiment très important. Mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Mais comment enlever les tarifs imposés au Canada? Réponse? Écoutez, nous allons aborder un tas de sujets. Et Marc également. Nous voulons parler des autos. Nous avons une abondance d'énergie, beaucoup plus que d'autres pays. Juste pensez à l'Alaska. On a vraiment des gisements très importants. Nous avons donc beaucoup d'énergie. Ce n'est pas le cas d'autres pays. Les Canadiens ont de l'énergie. Nous avons beaucoup plus que nous avons besoin et on ne pourrait même pas tout vendre. Et c'est pareil pour le Canada. Donc, nous sommes deux pays qui sont très chanceux. La Chine, par exemple, ils n'ont pas cette chance-là. C'est un désavantage. La plupart des pays n'ont pas de gisements aussi riches. Donc, avec le Canada, on a beaucoup d'avantages, vous savez. Question. Le Canada n'est pas à vendre. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le Président, à tenir compte de cela? Écoutez, il faut donner au temps le temps, n'est-ce pas? Il ne faut jamais dire jamais. Il y a bien des choses qui étaient irréalisables à une certaine époque. Mais on peut le faire de façon amicale. Mais si c'est à l'avantage de chacun et de chacune, le Canada nous adore et c'est réciproque. Je pense que c'est le plus important comme point de vue. Mais avec le temps, on verra comment ça va évoluer. Question. Inaudible. Réponse. Ils veulent qu'on se rencontre. On ne va pas parler d'affaires. Leurs navires sont en train de faire demi-tour en plein Pacifique. Ça prend à peu près 15 kilomètres pour faire une 180. On a perdu 1 trillion envers la Chine en matière de commerce à cause d'un président incompétent. On en apprend à tous les jours. Et nous ne perdons rien en ne commerçant pas. Donc, nous sauvons 1 trillion de dollars. C'est beaucoup. Mais s'ils veulent négocier, eh bien, on va les rencontrer, c'est sûr. Pourquoi pas? Je ne les ai pas rencontrés, non. Je vous l'aurais dit, mais ils veulent nous rencontrer. Mais maintenant, en fait, ils souffrent beaucoup. Sachez-le, leur économie souffre beaucoup parce qu'ils ne commercent plus avec nous. Ne pensez pas le contraire. C'est de nous qu'ils ont profité. C'est comme ça qu'ils ont amassé ces richesses en Chine. Et il y avait un surplus commercial incroyable, plus d'1 trillion de dollars. Et pensez-y. Et à cause de ce 145 %, ils ont maintenant 145 % de tarifs imposés. Et donc, ça bloque le commerce. On ne peut pas faire des profits ainsi. C'est pourquoi, d'une certaine façon, on est en train de gagner 1,5 trillion de dollars. Donc, on ne perd pas 1,5 trillion de dollars. Donc, c'est beaucoup mieux ainsi. Quand j'ai commencé, je me suis dit, j'ai bien vu que nous perdions des milliards à tous les jours. Et maintenant, on est en train de renverser la vapeur. Nous avons regardé les chiffres ce matin. Donc, les États-Unis, pendant Biden, perdaient
plus de... J'ai même évité les chiffres car c'est embarrassant, mais des milliards de dollars par jour dans le commerce. Ces chiffres sont en train vraiment de changer grâce aux tarifs. Maintenant, c'est 25 sur les autos, 25 sur l'aluminium, 25 sur l'acier, et peut-être le plus important, de grandes quantité d'entreprises veulent venir aux États-Unis pour s'installer ici. Honda, entre autres, et ça, c'est du jamais vu. C'est à des niveaux vraiment inespérés. Les plus grands investissements aux États-Unis sont maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Des trillions de dollars. Je dirais que nous pourrions être rendus à 9 trillions de dollars d'investissements promis. Pensez à d'autres présidents. Ils n'ont même pas eu 1 trillion pendant les 4 années. Regardez Biden. Les chiffres étaient vraiment affreux. Les gens quittaient les États-Unis. Les capitaux s'enfuyaient. Ils ne voyaient même pas ce qui se passait. Et savez-vous, qui entrait par millions? Des migrants illégaux, des gens sortis de prison, d'hôpital psychiatrique, d'endroits vraiment incroyables, des gangs du Venezuela, des criminels, des meurtriers. 11 888 personnes qui ont été assassinées et au moins la moitié avaient déjà assassiné quelqu'un. C'étaient des récidivistes violents. Donc maintenant, Apple investit 500 milliards. Johnson, comme vous le savez, qui va investir 500 milliards, c'est un constructeur naval. Et nous avons également M. Wei, celui qui est un fabricant très important. Et ils sont en train de venir emménager aux États-Unis grâce aux tarifs. Je ne pense pas qu'ils le comprennent suffisamment. Certaines personnes intelligentes le comprennent. Donc, nous avons plus d'argent qui entre. C'est pas la fuite, c'est le contraire. C'est l'afflux des capitaux. Il y a plus d'argent investi aux États-Unis qu'à tout moment de l'histoire. Et ce n'est même pas fini. Je crois qu'on pourrait être rendu à 9 ou 10 trillions de dollars. Donc, il y a une usine qui se fait construire maintenant. Vraiment une entreprise éclatante. Ils ne sont même pas venus à la Maison-Blanche. Ils le font parce qu'ils savent que s'ils construisent ici, il n'y aura pas de tarif. Et c'est un marché important, le marché américain. Et c'est ce qui nous distingue. C'est un marché où chacun veut être un acteur. Donc, si je n'agissais pas comme je le fais, ce marché serait perdu. Donc, c'est une annonce importante. Je ne dis pas que c'est sur le commerce nécessairement. Nous allons avoir une annonce très importante d'ici quelques jours. Une annonce qui va faire le poids, vous allez voir. Et je ne veux pas que vous pensiez nécessairement que c'est sur le commerce. Donc, pour conclure, chacun dit, mais c'est quand? Quand? C'est pour quand? On n'a pas à signer des ententes. On peut signer des ententes avec 25 pays. On n'est pas obligé. C'est eux qui doivent signer avec nous. C'est eux qui veulent notre marché, l'accès à notre marché. On ne veut pas vendre chez eux. On s'en fiche complètement. C'est eux qui veulent vendre chez nous. Donc, on pourrait s'asseoir, et tôt ou tard, je vais le faire d'ici 2 semaines, et je vais m'asseoir avec Howard et Scott et notre vice-président, merveilleux, qui a vraiment fait un travail remarquable à bien des égards, mais JD sera là, Marco, nous allons nous asseoir, et avec des chiffres tout à fait équitables et justes. Voilà ce que notre pays veut, et félicitations, nous avons une entente. Alors, ils vont dire très bien, ils vont commencer à magasiner chez nous, ou ils vont dire non, on ne s'intéresse pas. On va dire non, pas grave, vous n'êtes pas obligé de magasiner ici. Peut-être on s'est trompé un peu, on va s'ajuster. Et donc, vous allez dire, oui, non, c'est chaotique. Non, on est souple. On fait preuve de souplesse. On va s'asseoir ensemble et tôt ou tard, parfois, on va signer des ententes. C'est beaucoup moins important de ce que je dis. Mais pour la plupart des cas, on va donner un chiffre. Voilà ce que vous allez payer. Et ça va être un chiffre très équitable, un chiffre assez bas, assez faible. Ben oui, on veut être amical avec les pays. Mais vous parlez des ententes, et conclure des ententes, signer ceci, signer cela. Mais non, c'est très simple. Parfois, on veut que vous ouvriez votre marché. Dans d'autres cas, on voudrait que vous fassiez chuter vos tarifs, comme par exemple, pensez à l'Inde. Des tarifs très élevés, c'est intolérable. Donc, descendez cela à zéro. Ils sont déjà d'accord. Ils ne l'auraient pas fait avec un autre président que Trump, n'est-ce pas? Donc, nous allons établir des chiffres. Donc, on est ouvert pour faire affaire. Ils vont arriver et ils vont payer pour le privilège de pouvoir magasiner aux États-Unis d'Amérique. C'est très simple. Donc,
J'aimerais que vous arrêtiez de poser la question combien d'ententes, quand est-ce qu'elles seront signées. Ils ne sont pas obligés de signer, ils ont juste à dire on va commencer à envoyer nos navires pour acheter ce que vous vendez ou l'amener ici. C'est très simple. Et je pense que les gens n'ont pas très bien compris. Nous allons signer quelques ententes, mais bien plus important, c'est que nous allons fixer un prix que les gens devront payer pour magasiner aux États-Unis. Pensez que nous sommes un magasin de luxe. Et un magasin qui a les biens de luxe. Vous allez venir, payer le prix, et nous allons vous donner un très bon prix. On va signer des bonnes ententes, et parfois on va s'ajuster. Mais voilà où ça en est. Et nous avons été arnaqués, on s'est fait voler par tout le monde depuis 50 ans. 50 ans déjà. Et c'est intolérable, c'est fini. On doit tourner la page. Et on ne peut pas permettre à un pays, quel qu'il soit, d'agir ainsi à notre égard. On the Houthis, can you tell us a bit more about the deal that you've reached with the Houthis that you mentioned? Quelle est l'entente conclue avec les Houthis? Réponse. Non, ils ont dit tout simplement arrêtez de nous bombarder, s'il vous plaît. C'est quand vous avez entendu parler? C'est pas important. Une très bonne source, croyez-le. Marco, pensez-vous que c'est une source fiable? Je crois que oui. Ils ne veulent plus être bombardés, c'est très simple. Voyons, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que l'ACEUM est prêt à fermer la porte à l'ACEUM? Réponse. Non, non, c'est très bien. L'accord est déjà là, pourquoi pas le respecter? Non, c'est une bonne entente pour les deux pays, l'ACEUM, pour les trois pays. Je ne le dirai pas par rapport à Marc, mais je n'aimais pas son prédécesseur. Et une personne qui travaillait pour lui, elle était horrible. Et elle a vraiment fait beaucoup de tort à cette entente, car elle a essayé de profiter de l'accord et elle n'a pas pu le faire. Vous savez de qui je parle. Donc, nous avions une mauvaise relation en lien avec le fait qu'on était en désaccord avec comment l'accord a été établi. Donc, on a mis fin à cette relation. Mais l'ACEUM est vraiment très bien pour les trois pays. Nous avons une négociation imminente d'ici un an, n'est-ce pas, afin d'ajuster l'ACEUM ou y mettre fin. C'est selon. J'aimerais peut-être dire un mot sur l'ACEUM, si vous le permettez, Monsieur le Président. C'est une base pour une négociation élargie. Il y a des choses qui devront changer, et en partie, comment vous avez imposé des tarifs, on se sont intégrés à cela. Mais il y a d'autres éléments à négocier, et cela fait partie de nos négociations à venir. During the campaign, Prime Minister Carney talked about the American betrayal. How do you react if Canada decided not to shop in the American store as much? Comment vous voyez, Monsieur le Président, l'idée que M. Carney, pendant la campagne et d'autres ont dit qu'il fallait moins magasiner aux États-Unis? Réponse, écoutez, on ne fait pas beaucoup affaire avec le Canada, c'est surtout le Canada qui fait affaire avec nous. C'est un pourcentage faible et ça ne dure pas longtemps. On a de très bons produits aux États-Unis, il n'y a personne d'autre qui vend cela, y inclut des biens militaires. On a le meilleur équipement militaire au monde. Et le Canada l'achète, n'est-ce pas? On l'apprécie. Mais on fabrique les meilleurs équipements militaires au monde, les missiles, les sous-marins, tout cela. Tout ce que nous avons est vraiment à la fine pointe. Moi, pendant mon dernier mandat, j'ai renforcé nos militaires, j'ai fait sortir nos troupes d'Afghanistan, mais ça a été conclu de façon très embarrassante par M. Biden. C'était vraiment des gens très incompétents qui ont mené ça bien. Regardez, notre chef d'interim, il était à la chef de la campagne contre Daesh. Comme vous savez, nous avons vaincu sur Daesh, c'était 3 semaines. Cela devait prendre 5 ans. On l'a réussi en 3 semaines. Et c'est lui qui était responsable de la campagne. Mais je me suis rendu en Irak et on avait un plan, c'était le plan. Et comme vous le savez, on l'a fait dans un temps record. Donc, nous avons le meilleur équipement au monde. Et cela à bien des égards. Mais le Canada fait beaucoup plus affaire avec nous que le contraire. Vos investissements, Monsieur le Président. Les trillions que vous avez annoncés, c'est pour quand?
Parler des tarifs? Non, les investissements, l'entrée des capitaux. Réponse, ils commencent déjà des usines d'intelligence artificielle. Et dans l'immobilier, vous devez chercher un site, ensuite obtenir la permission pour le zonage. 5 ans plus tard, les banques s'enlignent. Mais ces gens-là ont vraiment énormément de liquidités. Et la loi CHIPS, c'était vraiment bon à rien avec Biden. On leur donne des milliards. Ils n'ont rien à faire avec la loi Biden. Je ne veux pas faire le fin filou, mais si vous ne respectiez pas le DEI et si vous n'étiez pas woke, vous n'aviez pas accès à ces fonds. Vous avez des pourcentages fondés sur la diversité, l'inclusion, l'équité. Les entreprises se sont plaintes. On a des fonds, mais on n'a pas le personnel avec toutes ces règles. Le président Obama, et s'il voulait de l'aide, moi, je respecte le temps et le budget. Il est en train de construire la bibliothèque présidentielle à Chicago, M. Obama. C'est une catastrophe. Et lui, il voulait vraiment des travailleurs woke. Il voulait respecter la diversité, l'équité, l'inclusion. Et là, il y a des dépassements de coûts. Les travaux ont arrêté. C'est une catastrophe à Chicago. Et moi, j'aime pas voir ça. Je crois que c'est pas bien pour la présidence. Ça ternit l'éclat de la présidence. Il voulait être vraiment dans la rectitude politique, M. Obama. Et moi, j'adore les travailleurs de la construction. Ce sont des gens ardents, des gens fiers. Non, il ne voulait pas des experts. Il voulait des gens, des cols blancs qui allaient construire sa bibliothèque. Mais c'est ridicule. Vraiment des millions de dépassements de coûts. Moi, j'aimerais l'aider. Mais moi, je pourrais recommander des professionnels d'expérience. Mais cela n'a pas été construit d'une façon professionnelle. En passant, pas plus que en Californie. Un petit train de San Francisco jusqu'à Los Angeles. C'est Gavin Newsom qui s'en occupe, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. C'est vraiment les dépassements de coûts les pires de l'histoire. C'est complètement un feu de broussailles. Donc, on va aller voir ce qui se passe. On n'entre pas à San Francisco, on n'en s'en va pas à Los Angeles, on arrête à 25 kilomètres à l'extérieur du centre-ville. C'est des millions et des milliards de dollars pour un projet ridicule. Et ça aurait été beaucoup moins coûteux si on offrait des limousines gratuites aux gens. Ils auraient économisé des milliards. Et des avions qui s'y rendent pour 1/100 du coût de ce train. Ils ont des autos. Ils ont une autoroute. Avez-vous déjà entendu parler de ce que c'est une autoroute? Et ils se sont impliqués dans ce projet. J'ai toujours aimé Gavin. J'ai une bonne relation avec lui. En fait, je viens de lui offrir beaucoup d'eau. J'ai ouvert des robinets du fédéral en Californie et puis la sécheresse était terminée. S'ils m'avaient écouté, ils n'auraient pas eu tous ces feux de broussailles, ces feux de forêt, ces feux catastrophiques. Mais pensez-y, il faut examiner le dossier. C'est le pire dépassement de coûts que j'ai jamais vu. C'est vraiment... J'en ai vu des choses ridicules dans ma carrière dans l'immobilier. Mais ce qui se passe en San Francisco et Los Angeles, comme lien ferroviaire, c'est ridicule. Et il faudrait lui poser des questions, car nous n'allons pas payer. Absolument pas. Notre nouvelle secrétaire des Transports fait un très bon travail à cet égard. Nous n'allons pas payer. C'est vraiment un fouillis, une gabégie. Vous n'avez pas ce genre de catastrophe au Canada. C'est inconcevable. 30 fois un dépassement de coût. C'est fou, c'est de la folie. Ça devait être un train très simple. Vous devriez l'examiner dans les médias. J'aimerais qu'il se présente à la présidence. J'aimerais bien voir ça. Mais je ne pense pas qu'il va se présenter. Car ce seul projet-là, et bien sûr, les incendies et d'autres dossiers mal gérés l'ont exclu de toute possibilité de se présenter à la présidence des États-Unis. Question inaudible. Réponse. On va travailler sur des changements subtils. Il est plus question de concept pour l'instant quand on parle de l'ASIUM. Maintenant, on a du commerce. Ils payent un tarif sur l'aluminium, l'acier, les autos.
Je pense qu'on a 10 n'est-ce pas, comme tarif de base? Nous nous entendons très bien. On ne va pas plus loin. Mais nous avons une entente. Et peut-être Howard voudrait parler des pièces. Il y a des pièces d'auto? Réponse. Oui, 15 des pièces sous l'ACEUM et 15 des pièces étrangères des prix de détail suggérés ne sont pas tarifés pour aider les manufacturiers locaux. Donc, il y a des usines de pièces auto qui seront construites, qui seront établies ici. Il y a des compagnies qui ont déjà leurs usines, mais il est question de venir les établir ici. Donc, c'est pour ça qu'on leur a donné une marge de manœuvre, un peu de temps. Question. Allez-vous changer d'idée sur les tarifs imposés au Canada? Est-ce qu'on peut dire quelque chose qui vous ferait changer d'avis sur les tarifs que vous imposez au Canada? Réponse, non. Non, c'est ainsi. C'est ainsi, c'est tout. Mais si les Canadiens n'en veulent pas, est-ce que vous allez le respecter? Écoutez, ça s'échelonne dans le temps. C'est pas tout ce qui se décide dans une seule rencontre. Avec tout le respect que je vous dois, l'opinion des Canadiens ne va pas changer. Nous sommes le client le plus important des États-Unis. Dans la totalité de tous les biens, nous sommes le client le plus important. Nous avons un secteur automobile qui est très intégré avec le vôtre. 50 des autos qui viennent du Canada sont américaines. C'est unique au monde. Et à votre question, est-ce qu'il y a un élément? Non. C'est une discussion élargie. Il y a beaucoup plus de... Il y a des grandes forces, des grands mouvements. Cela prendra du temps et plusieurs discussions. C'est pourquoi on est là, pour ouvrir ces discussions. Et c'est pourquoi nous avons tous nos délégués ici. C'est très amical. Ce ne sera pas une rencontre comme avec M. Zelensky. Non, c'est très amical. Mais nous voulons produire nos propres autos. On ne veut pas d'autos du Canada. On impose les tarifs sur les autos du Canada et tôt ou tard, ce sera insensé économiquement pour le Canada de construire des autos là-bas. Et on ne veut pas l'acier du Canada car on produit notre propre acier. Et on a des aciéries massives qui sont en train d'être construites. On ne veut pas de l'acier canadien, on ne veut pas de l'aluminium canadien et d'autres éléments car on veut pouvoir les produire nous-mêmes. Et en lien avec la façon de penser du passé, on a un déficit très important avec le Canada. Eux, ils ont un surplus à notre égard. Et cela, il n'y a aucune raison pour nous d'être en train de subventionner le Canada. Le Canada est un endroit qui devra s'occuper de lui-même, n'est-ce pas, sur le plan économique? Je le présume, en tout cas. Trudeau, quand je lui ai parlé, moi, je l'appelais gouverneur Trudeau. Cela n'a pas aidé dans les élections. Mais pourquoi achetons-nous vos autos? On veut les fabriquer nous-mêmes. Et si le prix de vos autos augmentait ou si on imposait un tarif sur vos autos de 25 par exemple, quelle serait la conséquence pour vous? Et il m'a répondu, ce serait la fin du Canada. Il l'a dit vraiment, textuellement. Et moi, je dis, c'est une réponse bizarre, mais je comprends sa réponse. Mais c'est difficile à justifier le fait de subventionner le Canada à hauteur de 200 milliards de dollars par année. Nous protégeons le Canada sur le plan militaire et nous allons toujours les protéger. Ce n'est pas une question d'argent. Nous allons toujours être là pour les protéger. Mais c'est pas juste.